Comment cultiver son réseau? En voilà une excellente question, à laquelle on pourrait rajouter le pourquoi. Et figurez-vous que Monsieur Pierre Bergmiller, qui est le responsable de la communication numérique de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg, va tout vous expliquer. Très concrètement, le réseau de Pierre lui a permis de trouver à 2 reprises un emploi. Félicitations. Il lui permet évidemment de cultiver ses relations avec ses pairs, mais aussi de faire de la veille, ce qui est non négligeable dans nos métiers de communicants. Vous le verrez, Pierre est un homme de goût, et à la fin nous parlerons musique, mais ça c'est une autre paire de manches. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et sachez que j'ai enfin eu le plaisir d'interviewer Pierre, qui est un homme certes très pressé, comme le disait la chanson, mais qui est toujours présent pour les autres. Car en effet, le collectif compte énormément pour lui. Il vous parlera également de confiance, au travers de la musique, mais aussi de l'improvisation théâtrale. Bref, je me tais et vous laisse en compagnie de Pierre Bergmiller, responsable de la communication numérique de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg. Très très bonne écoute à toutes et tous. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Pierre. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Et toi, Laurent? Eh bien écoute, ça va très très bien Pierre. Avant que nous ne parlions de notre sujet, alors qui est une première dans le décodeur de la communication, à savoir pourquoi et comment cultiver ces réseaux professionnels dans la communication, très important, j'ai une première question hautement stratégique. Pierre, quel temps fait-il à Strasbourg? Eh bien, il fait beau. Le ciel se dégage. Alors, j'aime bien quand il fait beau et froid plutôt que humide et... enfin, humide et chaud, c'est la mousson. Mais là, il fait beau et frais, ça va. Très bien. Bon bah écoute, tout va bien, les marchés de Noël sont déjà là, j'imagine, les touristes affluent ce week-end. Exactement, il y a eu déjà la foule le week-end dernier et ça continue. Et comme j'habite en plein centre-ville, je ne peux plus me garer dans ma rue. Ah, écoute, la vie est très très dure. Alors Pierre, avec toi on va parler des réseaux professionnels dans la communication, mais est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Vous l'avez compris, chers auditrices et auditeurs, Monsieur Bergmiller est à Strasbourg, mais qu'est-ce que tu fais à Strasbourg? Dis-nous tout, nous sommes tout oui. Donc, je suis responsable de l'équipe communication numérique qui fait partie de la direction de la communication et qui a pour principale mission de mettre en place, de développer, de faire des refontes de sites web, d'applications qui accompagnent la direction de la communication pour fournir des outils, le site principal de Strasbourg, mais aussi le site du marché de Noël, l'un des plus fréquentés, ou les sites événementiels, estivaux, etc. Oh oh, félicitations. C'est une équipe de combien de personnes que tu diriges? Alors, nous sommes 5 personnes dans l'équipe. C'est une belle équipe numérique. Il y a qui, il y a quoi? Alors, il y a des webmestres et des chefs de projet. Donc, webmestre côté éditorial, côté technique, et chef de projet pour la classique, chef de projet de site web. Mais on a aussi un chef de projet consacré à tout ce qui est e-administration, développement de services en ligne, de démarches en ligne pour les usagers. Ah, alors ça c'est important et simplifier les choses, nous en avons tous besoin. Et ça, encore une fois, je tiens à tirer mon chapeau parce que je trouve que souvent l'administration a des difficultés à communiquer avec ses usagers. Donc bravo à ton équipe et à cette personne en particulier. Alors Pierre, tu as abordé hors antenne avec moi un sujet qu'on n'avait jamais, mais qu'on n'avait même pas pensé à développer dans le décodeur de la communication. Et c'est donc, je le répète, pourquoi et comment cultiver ces réseaux professionnels dans la communication. Alors je te pose d'emblée la question. Pourquoi le faire? Parce que je pense qu'il y a des auditeurs et auditrices qui sont plutôt jeunes, qui se demandent à quoi sert réellement un réseau, surtout quand ils n'en ont pas, ou qu'ils en ont très très peu. En premier lieu, pourquoi développer un réseau dans la communication? Moi, je me suis lancé sur ce sujet après un bilan de compétences. Il y a je crois, 25 ans, voire plus. Donc, j'étais aussi plutôt débutant dans ma vie professionnelle. Et là, on m'a proposé d'aller au club de la presse de Strasbourg. Je me dis, qu'est-ce que j'irai faire là? Et puis, petit à petit, étant au départ une personne plutôt pas timide, mais réservée, plutôt en retrait, voilà, j'ai commencé par le club de la presse. Et puis ensuite, j'ai été sollicité par différents collègues à travers la France pour
participer à différentes opérations, groupes, etc. Et petit à petit, voilà, je me suis fait de très bonnes relations professionnelles et je trouve une vraie richesse, d'abord pour faire ma veille. Alors là, c'est vraiment très important parce que tout seul dans son coin, bah, on voit un petit bout de son métier, mais lorsqu'on échange avec un collègue à Bordeaux, à Lille, à Lyon, à Rennes, ou même à côté, une petite ville à côté, on trouve des sujets qu'on n'aurait pas envisagés en matière de numérique, on trouve des expériences qu'on ne connaîtrait pas, et c'est vraiment très enrichissant. Et c'est pas forcément avec les grosses collectivités, hein, parce qu'il y a bien sûr des expériences très connues dans le réseau de la communication publique, mais aussi parfois des petites collectivités, on trouve des choses très intéressantes qui ont été creusées. Donc ça c'est la première chose, la dimension veille qui me paraît fondamentale. Et la deuxième dimension, c'est que ça m'a aussi aidé sur le plan professionnel. Donc ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie professionnelle de trouver un travail à travers mon réseau, de changer de travail à travers mon réseau. Voilà, donc il y a une vraie utilité. Et là, il faut se lancer. Tu viens de souligner une chose qui est très importante, c'est que le réseau, ça permet d'échanger. Tu parlais de la veille, tu parlais finalement de la possibilité de s'informer de ce qu'ont fait les autres, pas nécessairement dans des très grosses collectivités, mais peu importe, les bonnes idées ne sont pas que dans les grandes structures, bien au contraire. Et puis le Graal, doublement le Graal pour toi, puisque tu as trouvé 2 fois un job grâce à ces réseaux. Alors, j'ai une autre question qui est toute bête. Alors, moi, j'ai eu l'habitude de fréquenter beaucoup de réseaux professionnels et puis d'autres choses, mais toi qui disais être plutôt réservé, comment est-ce que tu abordais les gens lorsqu'il y avait des événements, et évidemment en présentiel? Parce que souvent, c'est ce qui fait peur aux gens. Ils sont tout seuls, ils se disent « Ah, comment je vais faire? Il y a des gens qui se connaissent, je ne sais pas trop comment aborder les gens. » Comment est-ce que tu faisais, toi? Et comment est-ce que tu fais, tout simplement? Alors bon, ça c'est une chose que j'ai développée avec les années, avec l'expérience, avec la confiance en soi. Donc je pense qu'il est important aussi, c'est de construire sa confiance en soi et se dire qu'en fait les autres sont peut-être pareils que toi déjà. Donc à un moment donné, il y a pas de différence. Hein. Il y a des gens qui sont timides. Voilà. Je me souviens qu'il y avait un recruteur un jour m'a donné un conseil. Si tu as peur face à un recrutement dans un entretien, t'as qu'à penser que le type en face de toi, il est en caleçon et en chaussettes. Du coup, ça relativise toujours tout de suite les choses. Bah oui, il est comme toi. Voilà. Là, je suis à la maison, je suis en pantalon, même si c'est un podcast. Mais donc, voilà. Donc, à un moment donné, les gens, ils sont comme toi. J'ai aussi fait du théâtre d'improvisation. Donc ça m'a beaucoup aidé. À un moment donné, je me suis lancé. J'avais rencontré des amis qui faisaient ça. Ils m'ont dit viens faire. Je dis mais écoute, j'arriverai pas. Ça a l'air très très compliqué. Et là aussi, la vie, c'est un peu une improvisation. C'est déjà un théâtre, hein, surtout dans le secteur politique. Et le théâtre d'improvisation m'a permis aussi de construire une confiance en moi, qui me permet d'aborder les gens et de trouver la petite chose qui va être intéressante. Ce qu'on apprend dans le théâtre d'improvisation, c'est trouver un mot, une idée chez son collègue d'improvisation sur lequel on va rebondir. Et lui, il va rebondir sur ce que tu as dit et on rebondit l'un sur l'autre d'une certaine manière. Et je pense dans les relations humaines, on peut cultiver la chose de la même manière. Alors ça, c'est pas mal de rebondir sur ce que les gens ont dit, mais si on est encore plus précis, encore plus spécifique, comment tu fais lorsque tu ne connais absolument personne dans un auditoire? Comment tu fais? Tu rentres d'emblée en disant « Bonjour, moi c'est Pierre, je suis à la ville et à l'Eurométropole de Strasbourg ». Qu'est-ce que tu dis exactement? C'est quoi tes icebreakers, comme on dirait? Alors déjà, j'essaye, si je connais quelqu'un dans l'auditoire, de me faire présenter par quelqu'un, d'approcher quelqu'un que je connais, de saluer. Et en général, la bienséance veut que quand tu salues quelqu'un, il te présente la personne avec laquelle il est. Et ensuite, ça peut déjà engager la conversation. Ou pas. Mais à ce moment-là, on se met en retrait, c'est pas grave, hein, voilà, il y a pas forcément, on n'est pas obligé d'être intrusif. Donc moi j'essaie de trouver quelque chose dans le contexte à un moment donné, donc ça peut être quelque chose qui est sur le buffet qu'on va boire. Donc on peut trouver toujours quelque chose à dire sur ce qu'on va manger et boire. Le contexte, ça peut être le lieu, ça peut être la musique qu'on entend, qui peut être positive ou agaçante. J'essaie toujours de trouver quelque chose sur lequel je peux accrocher. Donc déjà, je m'inquiète pas. Ensuite, j'ai appris aussi une chose, c'est être en mesure de se présenter très rapidement. Donc ça, si parfois j'ai des jeunes qui me disent, qui essayent d'avancer dans leur vie professionnelle, j'ai dit, faut que tu prennes l'habitude aussi, essaye de te présenter en 2 phrases. Prends cette pratique. Ah, carrément. Ah ouais.
Ouais. Ouah, 2 phrases? Ouais, 2 phrases, 3 au maximum, pour à un moment donné, pouvoir, très rapidement accrocher les gens. Donc ça aussi, c'est une manière de faire, voilà. Mais, à chacun son style. Il y a pas de règle, on puise, en ce qu'on a et on puise en ce qu'on voit autour de soi. Et c'est exactement ce qu'on fait dans le théâtre d'improvisation. Alors attends, je reviens sur ces 2-3 phrases. Qu'est-ce que tu dis? Je suis désolé d'être aussi, peut-être un peu bourrin, pardonne-moi, mais qu'est-ce que tu dis exactement? Bonjour, je m'appelle Pierre Bergmiller, je travaille à la ville et l'Eurométropole de Strasbourg à la communication numérique? C'est ce que tu dis? Voilà, et si j'ai été présenter quelqu'un, je dis: «Ah ben vous connaissez bien, cet ami ou ce collègue Arnaud, vous le connaissez depuis longtemps?» La personne va enclencher sur un truc: «Oui, oui, on a travaillé sur tel projet. Ah, c'est intéressant, ce projet-là, je me demande si ça fonctionne», et les gens vont en parler. Les gens adorent parler d'eux-mêmes. Moi aussi, je le reconnais, les gens adorent parler d'eux-mêmes. Donc à un moment donné, les faire parler. Il faut trouver la petite chose, on les fait parler. Donc, dit voilà, ah ce projet c'est intéressant, comment vous avez fait? Ou alors on peut même être, plus cash, dire: «Mais moi j'y crois pas du tout, hein, à ça», et puis les gens ils sortent des arguments et là on engage des conversations. Ça m'arrive assez fréquemment dans le contexte professionnel, d'essayer, ou par exemple une personne, je dis: «Elle travaille dans telle, collectivité, telle ville, telle entreprise». Bon, ensuite si je connais un petit peu la ville ou l'entreprise, je lui pose une question sur son entreprise, comment elle se développe, comment ça va, c'est quoi les gros projets de cette entreprise, et puis la personne, bah, elle va en parler. Les gens adorent parler. Et justement, est-ce que tu ne penses pas, Pierre, que au final, lorsqu'on est dans tous ces cocktails, dans tous ces rassemblements entre professionnels, la chose la plus importante et la plus intéressante, c'est pas tant de parler de soi, même s'il faut savoir se présenter très très vite, mais il faut surtout s'intéresser aux autres. Absolument, absolument. Si on n'est pas curieux, c'est pas la peine d'essayer de faire du réseau, hein, voilà. Chacun son style. Moi, je suis une personne curieuse, sociable, sociale. Moi, ça me va. Alors, il y a des gens voilà, qui préfèrent rester, enfermés sur eux-mêmes. S'ils le vivent bien, il y a pas de souci. Mais, je pense que c'est s'intéresser aux autres, c'est très formateur, c'est très, constructeur. Et est-ce que c'est pas aussi le métier de la communication qui nous pousse normalement à nous intéresser à autrui? Absolument. Si on est un communicant et qu'on s'intéresse pas à l'autre, on se dit, faudrait peut-être que je fasse un autre un autre métier, et sachant qu'il n'y a pas de saut métier. Les métiers de la communication obligent à s'ouvrir à l'autre, à s'intéresser à l'autre, et dans le secteur public particulièrement, je pense qu'il faut s'intéresser à l'usager aussi, et c'est des choses qu'on oublie un petit peu. Moi, ça me passionne, le fonctionnement des usagers, des particuliers, ce qu'ils attendent de nos services, de nos informations, de nos outils numériques. C'est aussi une manière de cultiver l'intérêt pour les gens. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut avoir le goût des autres, comme le dit ce formidable Frédéric Fougera, que l'on va évidemment saluer, le bougre. Mais oui, je pense qu'il faut avoir le goût des autres. Et tu as tout à fait raison, dans une collectivité ou dans une eurométropole comme Strasbourg, donc c'est vraiment du très 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 lourd, puisque on va saluer ton collègue Claude Arter, qui est ton voisin de bureau d'en face, si je ne dis de bêtises. Exactement. Et voilà, qui vient de passer dans le décodeur de la communication et qui, en plus d'être à la com interne, donc d'accueillir les gens, mission qui lui tient particulièrement à cœur, c'est aussi un magnifique compositeur, c'est un véritable artiste. Et nous allons évidemment parler musique avec toi parce que toi aussi, c'est une de tes passions. Mais en effet, je pense qu'il faut s'intéresser aux autres, et ne pas s'intéresser aux autres, c'est le meilleur moyen de faire toujours le même métier dans la communication et de voir passer toutes les belles révolutions que nous vivons, dont l'intelligence artificielle actuellement, qui est une magnifique chose, mais dont on parlera évidemment, si tu en es d'accord, un tout petit peu plus tard. Je reviens à ces histoires de réseau. Tu es donc au club de la presse de Strasbourg. Est-ce qu'il y a d'autres réseaux que tu fréquentes, Pierre? Alors, je fais partie, bien entendu, du réseau des communicants publics, Capcom. Voilà, tu as invité plusieurs personnes dans le podcast, ces derniers mois, ces dernières années. Je fais aussi partie, de l'Observatoire, de la communication publique numérique, animé par Franck Confineau, que tu as rencontré également. J'ai aussi, monté, mes propres réseaux à Strasbourg. Donc j'ai monté un réseau qui s'appelle La Clique. Donc ce sont des personnes qui sont dans la communication numérique de différents secteurs d'activité, privés, publics, médias, petites entreprises, agences de communication. Donc là, c'est un autre réseau avec lesquels on a fait des podcasts il y a quelque temps, Oui, je sais. mais c'est un travail énorme, et je te félicite, pour ce que tu fais. Ça prend pas mal d'énergie, mais c'était vraiment passionnant. Ponctuellement, je suis aussi dans le réseau des interconnectés. Donc ça, c'est plutôt un réseau des métropoles,
sur le numérique, concernant plus les services numériques et puis les grands dossiers, genre l'ouverture des données publiques, l'intelligence artificielle, l'inclusion numérique sur des grandes politiques publiques. Voilà, c'est différents réseaux que je cultive tout au long de l'année. Et surtout, en physique et en ligne. Pour moi, ce qui est important, c'est que le réseau purement physique ou purement en ligne, ça ne suffit pas. L'un alimente l'autre. Je n'ai pas encore eu la chance de te rencontrer, mais ça se fera bientôt, semble-t-il. Exactement. Avec plaisir en plus. Voilà. Et on échange nous deux beaucoup sur Twitter ou sur LinkedIn. Et à un moment donné, c'est bien de rencontrer les gens parce que ça cultive le réseau, ça relance l'intérêt aussi. Je pense qu'on va très très certainement, quand on se verra, parler musique, c'est une évidence. Ah bah, alors, on est bien d'accord et merci beaucoup pour les compliments sur le décodeur. C'est vrai qu'un podcast, et j'avais écouté le podcast de la Clique, quelques épisodes. Je sais, vous êtes assez nombreux, hein, en tout cas ceux que j'ai écoutés, vous étiez très nombreux autour de la table, hein, au moins 3 ou 4 à minima. C'est bien ça ? Oui, tout à fait, oui. Ouais. Ce qui est d'autant plus complexe parce qu'il faut savoir réunir tout le monde et c'est loin d'être évident. Si tu me donnes un exemple de ce que tu as appris ou en tout cas de ce que t'as apporté un réseau ou les réseaux, quelque chose qui t'a vraiment ouvert les yeux sur nos métiers de la communication. La dernière chose qui t'a vraiment tapé dans l'œil, si je puis dire, en fréquentant l'un de tes réseaux. Qu'est-ce que ce serait ? Alors, j'ai parlé de 2 choses. La première chose, c'est l'émergence de TikTok en tant qu'outil canal de communication, qui pose des questions, bien entendu. Vu que TikTok est le canal qui commence à drainer beaucoup de monde et que certains autres canaux commencent à faiblir. Donc, quand je vois les expériences de collègues dans d'autres collectivités françaises sur TikTok, je me dis, j'ai bien envie que nous aussi, à Strasbourg, on puisse mener ce type d'opération avec TikTok et toucher un public plus large grâce à ce média. Donc ça, les expériences me paraissent très intéressantes. Alors, la limite, c'est que en fait, l'algorithme de TikTok, l'addiction à TikTok, sans parler de l'intervention chinoise potentielle ou réelle dans TikTok, peut poser d'autres questions. Donc c'est pas évident à dire, je vais mettre en œuvre. Mais en tout cas, les expériences que j'ai vues sur TikTok me paraissent assez intéressantes pour toucher un public qu'on n'arrive plus à toucher. Alors, je te crois volontiers. Je sais qu'il y a un gars qui s'appelle Gilles Brelin, que j'ai rencontré justement chez Franck Confino en juin dernier, qui a développé la chaîne TikTok de la ville de Fos-sur-Mer, donc non loin de Marseille, dans le Grand Sud. Et ils ont de très, 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 très beaux résultats. Et ils font venir justement et intéressent un public très, très jeune, une partie des usagers beaucoup plus jeunes, évidemment, à ce que fait Fos-sur-Mer. J'en viens à ton deuxième sujet, l'intelligence artificielle. Alors, je t'ai vu énormément poster sur LinkedIn et sur X à cet effet, à ce sujet. Qu'est-ce que tu en penses tout simplement ? Personnellement, je vais dire les choses d'emblée. Je pense que c'est absolument sensationnel et qu'il faut savoir s'en servir. Et évidemment, il faut faire attention. C'est exactement comme tout dans la vie, y compris TikTok, par exemple. Absolument. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi ? Alors, sur l'intelligence artificielle, d'abord, c'est épatant. Au départ, je me dis, tiens, c'est épatant, c'est démentiel, plein de superlatifs qu'on peut appliquer à l'intelligence artificielle. Et ensuite, en regardant un petit peu dans le détail, je me suis rendu compte que il y a un problème de nature écologique, parce que ça mobilise des serveurs, des calculateurs, donc il y a un impact écologique qui est assez important. Et ensuite, il y a la question de la crainte des gens d'être remplacés par des intelligences artificielles. Raison de plus pour la comprendre et l'intégrer. Et là, c'est dans les échanges que j'ai pu avoir, par exemple, à Rennes, là, au mois d'octobre, avec mes collègues de la communication publique, où on se pose des questions jusqu'où aller. Et moi, je considère que c'est un outil d'accompagnement, un outil de productivité. Et puis, c'est des outils qu'on utilise, dans le fond, depuis longtemps. Quand on utilise un outil comme Waze, c'est une intelligence artificielle qui calcule le meilleur trajet en fonction des données de différents usagers qui sont sur la même route que toi. Donc, à un moment donné, c'est un outil qui existe déjà. Il devient de plus en plus puissant. Donc, je pense qu'il faut le comprendre, l'intégrer, mais se poser des limites dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est vrai, comme tu l'as dit très justement, que ça pollue, ça consomme sur les serveurs. J'ai vu une statistique ou plutôt un chiffre de je ne sais combien de milliards d'images qui ont été produites depuis l'arrivée des Midjourney, etc., etc.
je ne sais plus combien de milliards, 150 milliards de photos ou de vidéos produites. Je ne crois pas que ce soit tout à fait vrai, mais en tout cas, c'est vrai que toutes ces productions consomment évidemment les ressources de la planète au travers des serveurs. Et il y a en effet une manière de s'approprier l'intelligence artificielle. Primo, ne pas en avoir peur, parce que comme tu dis très justement, c'est dans Waze depuis très longtemps. Moi, j'ai entendu parler de l'intelligence artificielle en 2020. Avec le CEALIST, avec lequel j'ai eu le plaisir de collaborer sur un rapport annuel et de faire des podcasts. Et très honnêtement, ce n'est pas le grand remplacement, mais plutôt le grand accompagnement, comme le dit mon pote Sébastien Beaujeau, qui est un ancien communicant et qui est aujourd'hui formateur IA. Et tu es d'accord avec ça? C'est l'accompagnement qui est sensationnel dans l'intelligence artificielle. Bien sûr, il y a des métiers qui vont être touchés, notamment dans les métiers éditoriaux, journalistes, les médias. Là, l'impact va être assez important. Mais dans le secteur public, moi, je pense que c'est un outil de productivité qui permettra ensuite de se consacrer à autre chose ou de s'y consacrer mieux. J'ai un exemple tout simple. Dans mon équipe, la personne qui s'occupe des démarches administratives reçoit d'un service métier, donc ça peut être le service de l'eau, le service des sports, l'accueil population, l'éducation, des formulaires de démarches en ligne qu'il doit mettre en place avec le workflow qui va derrière. Et lui, il utilise ChatGPT parce qu'en fait, les textes d'accompagnement que lui fournit le service métier est généralement trop long et incompréhensible pour le commun des mortels. Donc, ce cher collègue que je salue, qui s'appelle Rémi, il mouline ce texte pour ensuite ajuster à l'usager le texte. Et ensuite, bien sûr, il retouche. Il faut toujours retoucher derrière, il faut garder la main sur l'intelligence artificielle. Donc là, à un moment donné, il y a une valeur ajoutée, il gagne du temps, parce que s'il le faisait tout seul, ça prendrait beaucoup plus de temps. Du coup, il devient plus productif. Donc ça va pas supprimer son boulot, mais ça va lui permettre d'être plus productif, et je pense que c'est nécessaire dans le secteur public comme ailleurs, l'efficacité. Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi, et encore une fois, n'ayez pas peur. C'est vrai qu'il y a des métiers qui vont évoluer, forcément, et peut-être même des métiers qui vont être, allez, disons le mot, remplacés, mais qui se rappellent des photocompositeurs à la fin des années 80, quand est arrivée la PAO. Il y a que des boomers qui s'en souviennent, et honnêtement, les photocompositeurs ont appris la PAO. Ça fait partie de la vie, tout simplement. Ouais, tout à fait. On peut pas rester coincé comme en 2020 ou en 90. Non, la vie évolue, heureusement, et l'intelligence artificielle va nous permettre de gagner du temps, comme tu le dis très très justement, et Dieu sait si l'administration, quelle qu'elle soit, a besoin de simplifier les choses, d'être facile à lire et à comprendre. Donc merci ChatGPT ou tout autre, ou Claude AI par exemple, ou d'autres IA qui peuvent être extrêmement intéressantes. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui t'ont marqué justement en étant au Copil de Capcom ou au club de la presse de Strasbourg, etc., etc. Il y a d'autres choses qui t'ont tapé dans l'œil? Alors il y a un autre sujet qui émerge depuis pas mal d'années, c'est comment est-ce qu'on organise la production éditoriale dans un média. Donc dans le secteur public, nous avons aussi des médias, un magazine papier, des réseaux sociaux, des newsletters. Et l'expérience aussi qu'on a pu retirer d'autres collectivités, c'est comment on met tout ça en ordre, comment on actionne le mix média dans une collectivité. Donc là, j'ai pu aussi voir des expériences. Une des plus connues est à Rennes, mais j'ai aussi repéré des choses intéressantes du côté de Nancy, par exemple. Et ça, c'est un retour d'expérience très intéressant pour aussi, là, adapter le mix média à l'usager. Alors, si je parle de mix média, c'est pas par hasard. En fait, j'ai une formation, une école de commerce, une formation de marketing. Et pour moi, l'usager, le client, reste au centre du jeu. Donc, adaptons les médias à l'usager, utilisons les bons canaux pour les différents messages. Mon Dieu, le bon sens près de chez toi. Mon Dieu, il est à Strasbourg. On a enfin retrouvé quelqu'un qui avait du bon sens dans nos métiers de la communication. Bon, il y en a plein, j'exagère un peu, mais c'est vrai. Tu l'as dit, alors c'est peut-être parce que toi et moi, on a fait une école de commerce avec une spécialisation marketing. Mais c'est vrai que l'usager, le client, le prospect sont et doivent être au cœur de votre communication. Donc, merci de rappeler cette chose-là, y compris dans le secteur public qui n'est pas, comme je le dis à chaque fois, la Ligue 2 de la communication. Bien au contraire, c'est plutôt la Ligue des champions, tant c'est complexe, mais tant c'est passionnant également. Et tu as raison, sincèrement, Pierre, de rappeler que l'usager, l'humain reste au cœur du dispositif de communication, qu'il soit numérique ou qu'il soit dans notre bon vieux papier ou événementiel. Merci encore. Je reviens sur une chose que tu nous as dite en début d'entretien. Tu as trouvé 2 fois un job grâce à ton réseau.
Comment tu as fait très concrètement? Comment ça s'est passé? Parce que c'est bien d'avoir un premier contact, mais c'est difficile d'en avoir un second et de savoir entretenir ce relationnel. Comment tu as fait pour trouver le Saint Graal qui est de trouver non pas une fois, mais 2 fois un job? Alors, moi, ce que j'ai appris dans un bilan de compétences, c'est à un moment donné, regarder ce qu'on a comme réseau. On a toujours un réseau. Au début, il est petit, hein, il y a 5-6 personnes. Ça peut être des amis aussi, des gens avec qui on a travaillé par le passé, des anciens collègues. Donc j'ai commencé à regarder un petit réseau. Et à un moment donné, l'idée, c'était chaque personne de mon petit réseau, je le contacte, j'essaye de le rencontrer et je lui demande, j'ai un projet professionnel, je cherche pas du boulot. J'ai un projet professionnel et je voudrais votre avis, ton regard sur ce projet professionnel parce que tu es un spécialiste de ce sujet ou tu as fait ceci, tu connais ce point-là. Les personnes disent tout de suite, OK, pour un café, une bière en fin de journée, voire un déjeuner, parce que, comme je disais, les gens adorent parler d'eux. Et si la personne dit, ah, mais moi je connais pas très bien le sujet, elle te donne un autre contact. Mais il faudrait voir machin. Vous pouvez l'appeler de ma part. Du coup, je rebondis et je constitue un petit carnet comme ça. J'ai constitué une liste. Et puis un jour, il y a une personne qui m'a dit, ah, mais moi je connais un cabinet de recrutement qui cherche quelqu'un. Et c'était un job vraiment passionnant que j'ai fait il y a quelques années, qui était travailler dans un parc naturel régional. Et donc je connaissais pas ce poste, je savais même pas ce que c'était. Je suis allé voir ce cabinet de recrutement et au fil du recrutement, j'ai eu ce poste dans un parc naturel régional. Voilà. Et une autre fois, ça s'est passé à peu près de la même manière pour rentrer dans une agence de communication. Puisque le marché de l'emploi, il est caché, je crois, 80%, ou je connais pas la proportion, mais le marché de l'emploi est caché, pas dans le secteur public, parce que dans le secteur public, on est obligé de publier les offres d'emploi, mais dans le secteur privé, beaucoup d'annonces ne paraissent jamais. Voilà. Donc c'est en cultivant son réseau qu'on peut déceler des offres d'emploi cachées. Et en plus, il peut y avoir de très très belles relations parce que pour rebondir sur ce que tu disais vis-à-vis du parc, tu y es resté près de 15 ans dans ce parc. Oui, absolument. C'était un job passionnant qui m'a permis en plus de connaître plein de sujets que je connaissais pas. Au début, je me suis dit un parc naturel régional, ouais, bon, c'est la Cambrousse. Ma famille m'a dit, bon, tu vas conduire une camionnette dans la forêt, tu vas nourrir les biches. Bah non, en fait, c'est des vrais professionnels de la communication qui défendent des idées, qui défendent l'idée d'un développement équilibré d'un territoire. Et finalement, dans une ville, dans une collectivité, dans un territoire urbain, là aussi, on cherche un développement équilibré du territoire avec la dimension économique, sociale, touristique, culturelle. Cite le parc, s'il te plaît. Il n'est pas très très loin de chez toi. C'est lequel, s'il te plaît? C'est le parc naturel régional des Ballons des Vosges. Voilà, avec les fameux ballons, le ballon d'Alsace, le grand ballon, le petit ballon, dont ce sont des sommets où le Tour de France passe de temps en temps. Ah, alors, est-ce qu'il y a le ballon de Guebwiller? Oui, alors le ballon de Guebwiller, c'est le grand ballon, c'est son autre nom. Ah bah tu vois, je ne le savais pas et j'ai prononcé ça comme un Parisien, donc c'est pas Guebwiller, mais c'est Guebwiller qu'on dit, c'est ça? Guebwiller, oui, c'était pas mal. Eh ben écoute, merci beaucoup, ton bon cœur te perdra, Pierre. Pierre, j'ai la question qui tue, j'ai 2 questions qui tuent, puis après on va parler de toi aussi sous d'autres angles. Quel conseil tu donnes à un jeune ou à un moins jeune qui veut entrer dans nos métiers de la communication, qu'elle soit publique, qu'elle soit privée, peu importe, mais quel conseil tu donnes? Parce que Dieu sait si tu en as déjà donné, mais quels autres conseils tu pourrais donner? Je vais revenir sur ce mantra, s'intéresser aux usagers d'abord, avoir le sens du service public. Le slogan de Capcom, c'est « La communication publique est un service public ». Donc, c'est de se dire qu'on travaille pour le service public, on travaille pour le public. Donc, c'est bien comprendre ça. On travaille pas juste pour faire des belles campagnes, d'avoir des posts qui ont un impact sur les réseaux sociaux. C'est très bien de le faire. Ça fait partie du métier, des objectifs, des moyens d'atteindre ces objectifs. Mais c'est surtout s'intéresser au service public. Ensuite, la deuxième chose, c'est ne pas hésiter à contacter, notamment via des réseaux comme LinkedIn prioritairement, mais ça peut aussi être sur Twitter. Ça m'arrive de temps en temps des jeunes étudiants qui me contactent par LinkedIn, qui me demandent des idées, des conseils. Donc, je leur donne des conseils, des idées, des pistes. Ils sont très surpris parce que je sois disponible. Alors, je ne suis parfois pas toujours, ça dépend de mon champ de travail, mais en général, pour les plus jeunes, je suis plus disponible parce que je sais que c'est pas évident
aujourd'hui de mettre le pied dans la vie professionnelle. Et le petit coup de pouce aux jeunes, aux étudiants peut être bienvenu, et j'aime bien faire ça. Donc voilà. Donc c'est pourquoi pas contacter les gens, peut-être qu'on admire, qu'on suit, qu'on connaît de loin, les contacter via les réseaux sociaux. Donc ça peut aussi être une démarche intéressante. Et pourquoi pas aussi voir dans sa ville s'il n'y a pas des événements publics, je sais pas, ça peut être l'inauguration d'un musée, ça peut être le lancement d'une opération, d'une nouvelle ligne de transport public. Aller sur ces événements et voir qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qu'on dit de la vie des gens, pourquoi est-ce qu'on inaugure un nouveau musée, pourquoi est-ce qu'on inaugure une nouvelle ligne de transport public, s'intéresser à ce qui se passe sur son territoire. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. On parlait évidemment de curiosité et d'ouverture sur les autres, d'ouverture à voir le goût des autres, et tu viens encore une fois de le confirmer, mais c'est l'ADN de notre métier. Mais j'ai une autre question. Imagine, on a 20 ans, donc c'était il y a 5 ans pour moi et 6 ans pour toi, bien évidemment. Hein. Oui. On a 20 ans et on se rend à un événement où on sait qu'il y a des communicants de la ville, par exemple. Tu nous as dit comment aborder les gens, mais comment avoir cette confiance ? Parce que toi, tu as doublement eu cette chance. Alors, il y a d'abord le théâtre d'improvisation dont tu as parlé, mais il y a une autre manière d'aborder la confiance, parce que toi, tu montes sur scène, tu mouilles le maillot. Il faut que tu nous en parles, s'il te plaît, et puis peut-être donner d'autres tips pour avoir encore plus confiance en soi, pour, à minima, aborder les gens. Alors, moi, je fais aussi un peu de musique plus modestement que Claude, là, qui est pour moi un cadre de la musique. Donc moi, je fais de la musique depuis très longtemps, et là aussi, ça fait un peu par hasard. J'avais des copains, on faisait du rugby ensemble. Puis un jour, ils cherchaient un bassiste. Je me suis mis à la basse. Voilà, ça a commencé comme ça. Mais après, j'ai plutôt préféré chanter. Donc j'ai creusé aussi la piste de la chanson, et en rencontrant des musiciens, on creuse différents styles de musique. J'ai assez peu de limites sur la musique, sauf que j'ai peut-être un peu de mal avec le rap d'aujourd'hui. Le rap ancien, ça me va. Mais bon, ensuite, il faut avoir un flow, ce que je n'ai pas. Hein. Moi, je suis plutôt on va dire un crooner en musique. Voilà, donc les pratiques musicales ou théâtrales sont des pratiques collectives. On est un groupe, on essaye de faire quelque chose ensemble, et on se soutient les uns les autres. Donc, dans la musique, le théâtre, voilà, on apprend aussi à se connaître dans ce type de pratique. Alors, l'avantage du théâtre d'improvisation, c'est qu'on n'a pas besoin de connaître la musique. Il faut savoir parler français, bien entendu, encore qu'on peut mimer, hein, pourquoi pas. Quand on fait de la musique, il faut avoir quelques bases musicales et pratiquer un instrument. Par contre, le théâtre d'improvisation, l'instrument, c'est soi-même. On est un instrument. Je suis un instrument, donc à un moment donné, savoir comment physiquement on prend sa place dans un espace, comment on s'exprime, comment on écoute. Ça aussi, dans le théâtre d'improvisation, ce qui est très important, c'est que écouter. C'est-à-dire à un moment donné se mettre en position d'écoute, et l'autre sent « Ah, il est en train de m'écouter ». Donc je vais lui passer une idée sur laquelle il va rebondir pour faire avancer la petite histoire qu'on est en train de raconter à 2, à 3, à 4 comédiens. Tu t'en es servi, entre guillemets, de ces expériences de théâtre, d'impro et de chanteur, c'est-à-dire être au devant de la scène, lorsque tu prenais par exemple la parole dans une réunion avec plus ou moins de gens ? Absolument, mais sans m'en rendre compte. Puisqu'en fait, voilà, j'ai fait quelques concerts, quelques représentations. Donc à un moment donné, j'ai moins peur du public. D'ailleurs, c'était, je crois, je sais pas si c'était Lou Jouvet ou Sarah Bernard qui disait à un jeune comédien, vous n'avez pas le trac, vous en faites pas, ça viendra avec le talent. Donc à un moment donné, le trac, c'est de l'adrénaline. Donc c'est ce que cherche un comédien ou un musicien avant de monter sur scène. C'est l'adrénaline. À un moment donné, il veut pas y aller. Non, je veux pas y aller. Mais en fait, bon, maintenant t'es là. Hein, tu nous as promis, tu y vas, et c'est parti. Et certaines réunions dans le boulot, pour moi, parfois, c'est de l'adrénaline. Bon, parfois, je m'ennuie un petit peu. Je me demande ce que je fais là avec la réunionnite. Mais parfois, à un moment donné, c'est intéressant de quelque part pas prendre la main, parce que je suis toujours à l'écoute des autres. Mais à un moment donné, donner un sens à un collectif dans une réunion, dans un projet. Je trouve la même chose dans la musique et dans le théâtre. Je transpose ça, mais finalement sans m'en rendre compte. Avant-dernière question, parce qu'on va parler musique évidemment en dernier lieu, puisque c'est une de nos passions communes. Mais qu'est-ce que tu kiffes le plus dans ton métier ? Eh oui, Pierre. Ah, c'est la relation. C'est le collectif.
c'est l'équipe, c'est faire quelque chose ensemble. C'est faire avancer des projets qui sont ensuite au service du public. C'est-à-dire, à un moment donné, si on crée une application mobile, c'est d'y réfléchir à plusieurs sur ce projet d'application mobile. C'est y réfléchir, bien sûr, avec les usagers, avec les prestataires, avec les collègues. C'est faire ça tous ensemble, monter un produit comme une application mobile, un site web qui va apporter quelque chose dans la vie des gens. Donc il y a encore une fois cette histoire et cette notion de réseau qui est fondamentale pour toi. Absolument, oui, tout à fait. On va passer à la musique et c'est la dernière chose que l'on va aborder ensemble, Pierre. Alors, il y avait sur ta bannière X une photo d'un guitariste que j'apprécie énormément et paix à son âme, on y pense. C'est ce bon vieux Wilco Johnston qui était le guitariste d'un groupe qui s'appelait Dr. Feelgood. C'est un groupe de pub rock. Ça date des années 70, c'est anglais. Mais ta passion de la musique, par qui et comment est-elle venue ? Tu m'as dit que tu étais très fan des années 80, des groupes anglais des années 80. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns et puis nous parler aussi de Wilco, quand même, le grand Wilco, qui malheureusement a rejoint Jim Morrison et Lee Brillo, son chanteur. Exactement. La musique, ça vient déjà du contexte familial. Moi, j'avais un papa qui était fan de musique classique, qui écoutait tout le temps de la musique classique, donc je connais assez bien Beethoven, par exemple, ou Brahms. Et puis, à un moment donné, à l'école, j'ai des copains qui ont monté un groupe et j'ai essayé de voir comment est-ce qu'on pouvait faire du rock et tout ça. Et puis, j'ai un ami, il me prêtait ses disques. Alors, un jour, c'était Genesis, ça pouvait être Elvis Costello, ça pouvait être les Simple Minds. Il me prêtait ses disques et voilà, je me suis passionné pour la musique. Et puis, j'ai creusé les différents styles musicaux que j'ai aimé, notamment les années 80. Et puis, il y a un autre grand choc musical pour moi, mais je crois qu'on partage celui-là, c'est les Beatles, qui pour moi reste le Graal. Donc, en Noël, on m'a offert l'album, le double bleu et le double blanc. Et après, le double bleu et le double rouge, voilà. Et après, j'ai pris le double blanc, et puis je les ai tous passés en revue. Et je suis un fan des Beatles et de McCartney. Je lis beaucoup de choses sur ce groupe. Voilà, je trouve ça, voilà, ils ont révolutionné la musique pour moi. Et puis à Wilco Johnson, effectivement, c'est un groupe que j'ai vu sur scène, Dr. Feelgood, mais il y avait plus que Lee Brillo, le chanteur. Wilco Johnson était déjà faisait des aventures de son côté. Le groupe existe encore, mais il n'y a plus aucun nom originel du groupe Dr. Feelgood. Voilà, mais c'est le pub rock, c'était un style musical du rock assez classique, mais avec une énergie punk. Je trouvais ça, et c'est vraiment ce que j'ai beaucoup aimé dans les années 80, c'est des gens qui sont revenus aux sources d'un rock pur, mais avec une vraie énergie, une énergie différente, créer une créativité. Donc ça m'a passionné. Wilco Johnson aussi, c'est un guitariste. Moi, j'étais triste quand il décédait, mais je l'ai vu d'ailleurs, il a joué dans Game of Thrones. Je sais pas si tu avais vu ça. Ah non, je savais pas. Il a un petit rôle dans Game of Thrones. Il est tout dégarni, il n'a plus de cheveux. Ouais. Tu regarderas la première saison, il me semble. Tu chercheras sur Internet si tu veux voir. Wilco Johnson jouait un rôle dans Game of Thrones. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a accroché tous les deux, parce que tu étais fan aussi. Et voilà, c'est parti sur Twitter, il me semble. Une autre manière de cultiver ses réseaux. Ah non, mais on est bien d'accord. Et finalement, trouver un commun, ce qui est le principe de la communication, ça finit toujours par déboucher sur de très belles choses. D'abord digitales. Pour nous, en l'occurrence, c'était Twitter X. Et puis, on va se voir bientôt parce que, alors, nous enregistrons le 4 décembre. Le 11 décembre, dans pile poil une semaine, nous aurons enfin l'occasion d'aller boire une bière du côté de Lille. Il était temps. Mince. Exactement. Et manger des frites. Et de manger évidemment des vraies frites. Mais écoute, je te remercie Pierre pour tous ces excellents conseils. Je crois que les plus jeunes d'entre nous, et même ceux qui n'ont pas l'habitude ou qui n'ont peut-être pas confiance, qui n'ont pas eu la chance de faire de la musique ou qui ne font pas nécessairement de théâtre d'impro comme toi, se disent oui, c'est pas facile d'être en réseau, de sortir un peu du lot et surtout d'oser sortir de sa zone de confort. Bon, j'emploie un bon vieux poncif des réseaux sociaux et du business, mais c'est vrai qu'aller vers les autres, c'est pas évident, surtout quand on ne connaît personne. Et je trouve que tu as donné d'excellents conseils. Et puis encore une fois, vis-à-vis de l'IA, n'ayez pas peur de l'intelligence artificielle. La communication numérique est formidable. Et TikTok, c'est exactement comme tout. Il faut y aller avec beaucoup de modération, mais avec intelligence. Et puis en plus, ça fera pas de mal à ce réseau, qui n'est pas nécessairement le plus intellectuel qui soit. Absolument. Tout à fait. Bon. Eh bien écoute, Pierre,
Au plaisir de te voir donc dans une semaine, le 11 décembre à Lille pour le forum Capcom, 36e du nom. Est-ce que tu interviens sur quelque chose et est-ce que tu as une idée de ce que tu vas aller voir ? Non, pour l'instant, cette année, je n'interviens sur rien, mais bien sûr, je vais creuser tout ce qui est intelligence artificielle. Ça m'intéresse plus particulièrement, voir où est-ce qu'on va dans ce domaine-là. Et je vais aussi voir la dimension réseaux sociaux. Voilà, c'est les thématiques que je vais creuser. 2 thématiques qui te sont chères. Merci à toi, Pierre. Tu reviens évidemment quand tu veux dans le décodeur de la communication. Il y a le café de la com que j'ai un peu mis en sommeil, qui ressemble un petit peu à ce que tu faisais ou ce que tu fais avec la clique. Donc ce sera évidemment avec grand intérêt et avec grand plaisir que je t'inviterai pour relancer ce café de la com. Pourquoi pas sur des sujets comme il y a ou autres. Et puis, chères auditrices, chers auditeurs, quand on entend un homme qui a autant de goût, les Beatles, Wilco Johnson, l'intelligence artificielle, le goût des autres qui puisait, eh bien on met 5 étoiles sur Apple et Spotify, on s'abonne évidemment au décodeur de la com. Et Pierre, je te le dis et je te le redis, tu es toujours le bienvenu dans le décodeur de la communication. Et merci pour l'invitation et au plaisir de te rencontrer très vite. À bientôt. Ciao, ciao.